Soyez les bienvenus dans Économie Le Mag sur i24 News. Édition spéciale aujourd'hui avec un gros plan sur ce qui est sans doute la plus grave crise entre la Russie et l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Les tensions politiques ne datent pas d'hier, mais c'est l'Ukraine qui aura servi de détonateur. Depuis plusieurs mois, Moscou d'une part, Bruxelles et Washington de l'autre s'affrontent par économie interposée. Gaz, agriculture, finances, sanctions contre embargo, jusqu'où peut donc aller le bras de fer? Dov Zera, expert du sujet, nous accompagnera tout au long de cette édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va revenir d'abord sur le contexte politique et économique dans lequel cette crise ukrainienne a vu le jour. Fin 2013, Kiev renonce à un accord d'association avec l'Union européenne. L'ancien président Yanukovych se rapproche au contraire de Moscou. De violentes manifestations éclatent alors et le 22 février, Yanukovych est destitué. L'Ukraine se divise alors entre pro-russe et pro-Europe jusqu'à la guerre civile avec la partition aujourd'hui du pays. Alors la Russie, elle annexe en mars la Crimée, région du sud ukrainien qui a voté d'ailleurs ce rattachement et débute à ce moment-là une vague de sanctions économiques de la part des Européens et des Américains contre Moscou, une économie russe qui était déjà en voie de sérieux ralentissement, comme nous l'explique d'ailleurs cet analyste. Il n'y a qu'une seule réponse. L'impact de ces nouvelles sanctions sera négatif et assez important parce que même sans les sanctions précédentes, l'économie russe entrait déjà en récession. Le prix à payer pour ces sanctions, au moment où il n'y a pas de croissance économique en Russie, quand l'économie entre en crise, c'est que les salaires n'augmentent pas. On n'embauche pas de nouveaux employés. Ce sont donc des signes annonciateurs d'une crise économique assez grave. Voilà en tout cas des sanctions occidentales qui frappent de nombreux secteurs de l'économie russe, énergie, armement ou finances. Et nous avons le plaisir d'accueillir en ligne avec nous depuis Paris un expert international, Dov Zera. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, votre analyse concernant ces sanctions contre la Russie. Elles surviennent à un moment où on commençait déjà à se poser des questions sur le modèle de croissance russe, croissance en berne et monnaie au plus bas aussi. Oui, exactement. Il y a déjà un an, en octobre 2013, le FMI avait révisé de 3,3 à 3% le PIB annoncé pour 2014. Et puis, cela était, comme le précédent intervenant l'a dit, un modèle économique en voie d'essoufflement, qui avait beaucoup de problèmes, notamment en matière d'investissement et de consommation. Sur ce se sont ajoutées les difficultés des économies émergentes, qui sont très liées à l'économie et entendu, après sont arrivés l'effet des sanctions. Et la Banque mondiale, vendredi dernier, a annoncé que le PIB pour 2014 serait de 0,5%, donc on peut voir la chute, attendue pour 2015 à 0,3% et pour 2016 à 0,6% si les choses ne bougeaient pas d'ici là. Alors tout a commencé pour cette crise autour du gaz, on le rappelle, celui que la Russie fournit à l'Ukraine et à l'Europe. Clairement aujourd'hui, cette crise a poussé Moscou à se tourner vers d'autres partenaires et notamment la Chine. Oui, exactement. La Russie a signé avec la Chine un énorme contrat de fourniture de 38 milliards de mètres cubes par an de gaz sur 30 ans, un contrat sur 30 ans. Bon, c'est important, mais il faut relativiser par rapport aux exportations russes sur l'Europe, qui sont d'environ 168 milliards de mètres cubes par an. Donc on voit, c'est grosso modo 25% de ce qu'ils exportent vers l'Europe. On peut dire donc que c'est une réorientation, mais une réorientation limitée. Au-delà de cela, ce qui est très intéressant, c'est que le contrat est signé par un paiement, avec une perspective en paiement en rouble ou en yuan. C'est-à-dire que la monnaie habituelle des transactions pour les produits énergétiques, à savoir le dollar, est abandonnée dans le cadre d'une stratégie délibérée de la Chine et de la Russie de remettre en cause la suprématie du dollar. Donc la Russie et la Chine qui s'allieraient pour lutter contre le dollar. Alors au final, cette crise et ces sanctions, on le voit, elles ne suffisent pas pour isoler la Russie, que ce soit politiquement ou économiquement, ça c'est sûr. Non, absolument pas. La Russie n'est pas isolée politiquement, et on l'a vu dernièrement à la conférence de Paris pour la constitution de la coalition internationale contre l'État islamique. La Russie était présente. La Russie était présente à cette conférence au moment même où nous prenions une nouvelle série de sanctions. Merci. Économiquement. Oui, je vous laisse terminer. Non, économiquement non plus, elle n'est pas isolée par ce contrat exceptionnel
exceptionnel avec la Chine, mais également par un exceptionnel contrat avec l'Afrique du Sud. Et on voit qu'il y a une sorte de solidarité entre les BRICS face à cette omniprésence américaine. Les puissances émergentes. Merci Dov Zera, vous restez avec nous. On va s'intéresser maintenant à l'autre face, celle des embargos décrétés par le Kremlin, par la Russie, contre des intérêts économiques occidentaux. Pour des motifs bien souvent de sécurité alimentaire, de nombreux produits alimentaires européens ne peuvent plus entrer en territoire russe. Gros plan sur la Pologne, premier exportateur mondial de pommes. Varsovie subit de plein fouet ces mesures. En un an, le prix du kilo a été divisé par 2 et c'est la faillite qui menace aujourd'hui de nombreux producteurs. Reportage sur place. La saison des récoltes vient à peine de commencer et les producteurs de pommes polonais savent déjà que 2014 sera une mauvaise année. Le 1er août, la Russie a décrété un embargo sur certains fruits et légumes polonais, dont les pommes, une réponse aux sanctions de l'Union européenne contre Moscou dans le contexte de la crise ukrainienne. Premier exportateur mondial de pommes, la Pologne et ses producteurs subissent cette sanction de plein fouet. La concurrence a augmenté sur le reste du marché mondial. Par conséquent, les prix ont dégringolé. À l'heure actuelle, nous vendons le kilo de pommes entre 50 et 60 centimes de zloty, alors que notre coût de production oscille entre 1 zloty et 1,20 zloty. Si la situation ne change pas et que nous ne recevons aucune aide financière, nous ne serons pas en mesure de renouveler notre production l'année prochaine. Afin de stabiliser le marché des fruits et légumes, la Commission européenne a débloqué 125 millions d'euros, dont 82 sont destinés aux producteurs de pommes victimes de l'embargo russe. Insuffisant, jugent les producteurs et le ministre de l'Agriculture polonais. 82 millions, c'est 10 fois moins que la valeur des pommes que la Pologne a exportées en Russie, rien qu'en 2013. Si l'Union européenne ne nous accorde pas un dédommagement adéquat et que nos agriculteurs sont obligés de vendre leurs produits de qualité sur les marchés allemands, français, britanniques et j'en passe, je peux vous assurer que nous pouvons bloquer tous ces marchés et les déstabiliser pendant plusieurs années. Je ne pense pas que ce soit notre but, ni celui de la Commission européenne. En attendant la décision de Bruxelles, les producteurs polonais ont aussi la possibilité de revendre leurs pommes à prix cassé à des organisations caritatives. Dans cette banque alimentaire de Varsovie, les hangars sont encore vides en attendant les récoltes, mais plus pour longtemps. Nous avons déjà reçu 50 appels. C'est énorme parce que certains producteurs veulent nous donner plus de 300 tonnes de pommes. Ça n'était encore jamais arrivé. Avec l'aide de nos partenaires sociaux, nous redistribuerons ces pommes aux 45 000 personnes que notre banque aide. L'embargo russe a également réveillé l'esprit patriotique des Polonais. Une action intitulée « Mange des pommes contre Poutine » a connu un franc succès. Mais les producteurs savent que cet élan de solidarité ne résoudra pas leurs problèmes à long terme. Difficile de se passer du jour au lendemain de ce vaste marché qui est la Russie. Alors Dov Zera, on revient vers vous. La Russie a su frapper fort, et là où ça fait mal pour ce secteur agricole européen qui se révèle finalement assez fragile. Exactement, comme vous l'avez dit, c'est un secteur très fragile et avoir touché ce secteur-là est d'une très très grande efficacité. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça s'inscrit aussi dans une stratégie que développe la Russie depuis maintenant 4 ou 5 ans de développement de sa production agricole et notamment de développement de sa production de viande blanche ou de légumes. Et ne serait-ce que pour prendre un exemple, la production agricole, la production de légumes russes en 2013 a augmenté de 8%, donc par le biais de subventions. Et la Russie, en 2012-2013, a été critiquée par l'OMC pour ces subventions. Comme vous pouvez l'imaginer, la Russie n'en a pas tenu compte. Et maintenant, la Russie profite de ce qu'elle appelle ses contre-sanctions pour, je dirais, d'une certaine façon, valider cette politique de subvention à l'agriculture non reconnue, non acceptée par l'OMC pour développer sa production. Et donc, on peut penser qu'un développement de la production propre russe va consolider, va solidifier cette stratégie de contre-sanction et va, d'une certaine façon, compliquer terriblement la situation des pays européens
Vous savez toujours que les problèmes agricoles dans nos pays européens, dans des pays comme la Pologne, comme l'Espagne, comme la France, sont toujours très sensibles. Et on l'a vu encore dernièrement avec les manifestations des légumiers bretons qui sont la conséquence directe de ces contre-sanctions russes et aussi de cette stratégie polonaise de baisser les prix. Donc l'agriculture en parallèle bien sûr du gaz, de l'arme du gaz qui met l'Europe face à son talon d'Achille, la dépendance énergétique. Merci Dov Zevar, on va revenir vers vous dans quelques instants. Et avant de parler des éventuelles issues à cette crise, eh bien un détour par l'Ukraine qui est bien sûr à la racine du conflit. On va regarder ce reportage à Donetsk, grande ville de l'Est ukrainien, poumon économique du pays où la crise et les combats ces derniers mois ont mis à genoux l'activité. De nombreux commerces luttent pour survivre. Regardez. Des magasins fermés, des panneaux à louer et des enseignes barricadées. La vie commerçante tourne au ralenti à Donetsk. Depuis le début de la crise, de nombreux commerces ont mis la clé sous la porte, la faute à l'instabilité politique dans la région. Si certains habitants pro-russes soutiennent coûte que coûte les autorités séparatistes, d'autres sont beaucoup plus alarmistes. Rien n'est fermé, tout fonctionne. Et ces magasins qui sont fermés? Quels magasins? Mais aujourd'hui c'est férié. Maintenant c'est l'été et d'habitude les étudiants partent et vont travailler. Mais ça c'est terminé. Ils n'en ont plus la possibilité et ne le veulent plus. Parce que chaque jour il y a des explosions et des tirs et ils se demandent est-ce que je dois partir ou je dois rester? Et beaucoup sont déjà partis. Dans le centre-ville, les affaires de Maya vont mal. Cette petite babouchka vend du kvass, une boisson estivale faite à partir de pain aux céréales fermentées, très populaire dans les pays d'ex-URSS. D'habitude, il y a foule devant son stand. Elle en vend plusieurs centaines de litres par jour. C'est dur, je n'ai vendu que 20 litres en 2 jours, ça ne se vend pas. Il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup sont partis, ils fuient le Donbass. Tous les commerçants sont touchés par cette crise, de la restauration au commerce de proximité. Ceux qui n'ont pas encore fermé y songent, en attendant que la situation se stabilise. Ça a beaucoup changé. Il n'y a qu'à regarder dans la rue, il n'y a personne dans les rues. La plus grande partie de notre clientèle sont les gens qui ont de l'argent. Et ce sont ceux qui ont les moyens de quitter la ville en ce moment. Donc nos ventes baissent. Ça ne pourrait pas être pire. Actuellement, nos ventes ont baissé de 70%. Dans la rue, une femme nous interpelle. Hors caméra, de peur de représailles, elle pointe du doigt les magasins fermés et accuse les nouvelles autorités séparatistes d'être responsables de cette situation. Un sentiment partagé par la majorité des commerçants, même si personne n'ose le dire publiquement. Mais pour les leaders pro-russes de la jeune République populaire de Donetsk, l'économie n'est pas la priorité. C'est très simple, il faut d'abord vaincre l'ennemi et ensuite on s'occupera de l'économie. Il faudrait bien sûr s'occuper de tout en même temps. Nous prenons des mesures supplémentaires pour que l'économie de Donetsk et de la région de la République populaire de Donetsk fonctionne plus ou moins normalement. Mais s'occuper de tout en même temps, je suis désolé. De nombreux commerçants de Donetsk qui ont fermé boutique sont désormais sans emploi. D'autres ont décidé de quitter le Donbass pour retenter leur chance plus à l'ouest, dans des régions plus calmes et plus propices aux affaires. Voilà une région entière et un pays, l'Ukraine, toujours sous la menace d'une faillite. On écoute d'ailleurs l'avis de la secrétaire d'État américaine au commerce. Les actions de Poutine blessent à la fois les économies russes et ukrainiennes. Les États-Unis ont à cœur d'aider l'Ukraine à construire un pays stable et prospère qui bénéficie à tous ses citoyens. L'Ukraine qui aura du mal sans doute à se passer de l'aide internationale. Dov Zevar, un mot sur cette économie ukrainienne. Finalement, c'est peut-être elle, la grande perdante du bras de fer entre Moscou et Bruxelles. Indiscutablement, et encore, ces problèmes sont au début. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a arrêté de livrer du gaz à l'Ukraine pour cause de non-paiement d'un arrêt de près de 5 milliards d'euros. Et plus le temps passe, plus cet embargo du gaz sur l'Ukraine va peser sur l'économie. Alors on va évoquer tout de même les issues, s'il y en a, à cette crise profonde Russie-Occident. D'abord, jusqu'où, d'après vous, les deux parties sont capables de porter la confrontation? Est-ce qu'on n'a pas déjà épuisé l'essentiel des possibilités de sanctions, notamment?
Vous savez, ce qui est le plus tragique dans ce genre de situation, c'est que les États sont plus susceptibles que les personnes. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que chacun puisse sauver la face et trouver une issue. Il faut négocier, il n'y a pas d'autre solution parce que d'engrenage en engrenage, au bout du compte, on peut se retrouver dans une situation où la guerre va devenir quasiment inévitable. Ouais. Je pense que depuis longtemps, l'Europe, l'Union européenne aurait dû négocier un grand deal avec la Russie, gaz contre technologie, gaz contre une aide pour aider au développement de l'économie russe. Il y a eu plusieurs occasions manquées. Les Allemands font beaucoup de leur côté en la matière, mais il faudrait que ce soit l'Union européenne. Et aujourd'hui, au-delà de ces accords économiques, il y a bien entendu le rôle que joue la Russie en Syrie et dans ce Moyen-Orient très, très turbulent. Donc voilà, donc il y a des éléments à la fois économiques et politiques qui justifient qu'on doit s'asseoir à la table. Ouais, donc la mondialisation, qu'on doit négocier. Ouais, la mondialisation avec cet entrelacement d'intérêts économiques au plus haut niveau qui pourrait bien sûr servir d'un petit peu de bouclier à ces conflits. Un grand merci Dov Zera pour l'ensemble de ces éclairages, de ces analyses. C'est tout pour cette édition spéciale d'Économie de Mag. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.